En août 1976, dans la ville de Manchester, en Angleterre, après une chasse à l'homme de plusieurs semaines, la police se met en planque devant un appartement banal de la ville. Au bout de quelques heures, la police entre dans l'appartement et arrête l'homme qui s'y cachait. Cet événement allait mettre un point final au périple macabre d'un des tueurs en série les plus terrifiants d'Angleterre. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais donc te raconter l'histoire terrifiante de Trevor Hardy, surnommé The Beast of Manchester, ou La Bête de Manchester en français. Mais avant que je ne débute ce récit, suis ton destin et abonne-toi à cette chaîne. L'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Notre histoire débute le 11 juin 1945, dans la ville de Manchester, une ville ouvrière du nord de l'Angleterre. Ce jour-là, au nord de Manchester, dans le quartier populaire de Newton Heath, naît le petit Trevor Joseph Hardy. Trevor est le troisième enfant du couple formé de Elizabeth et de Joseph Hardy. La famille Hardy, qui verra la naissance d'un quatrième enfant quelques années plus tard, était très appréciée du voisinage. Les parents de Trevor étaient très impliqués dans la communauté, tant dans leur église que dans les affaires courantes du quartier. Elizabeth, la mère de Trevor, était une mère aimante et travaillant dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Son père, Joseph, employé des chemins de fer de Manchester, était quant à lui un père extrêmement strict dans l'éducation qu'il souhaitait inculquer à ses enfants. Malgré tout, un équilibre régnait dans la famille. La petite enfance de Trevor est tout à fait normale et paisible. Trevor est un enfant joyeux et plein d'énergie. Tout semblait aller pour le mieux en cette fin des années 40 dans la famille Hardy. Mais ce bonheur n'allait pas durer éternellement. En 1947, alors que Trevor était âgé de 2 ans, Joseph, le père, perd son emploi et se retrouve au chômage durant quelques mois. Cette perte d'emploi, associée au stress de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de la famille, va entraîner Joseph, le père de Trevor, dans une spirale négative. En effet, après la perte de son emploi, Joseph commence à boire quotidiennement et au fil des mois devient totalement alcoolique. Ces excès d'alcool, outre l'effet négatif sur sa propre santé, va aussi faire entrer et normaliser la violence dans la famille Hardy. Sous l'effet de l'alcool, Joseph, le père de Trevor, n'hésitait pas à frapper ses enfants ainsi que sa femme. Comme vous vous en doutez, cette normalisation de la violence domestique aura un effet négatif au travers des yeux d'un enfant de cet âge. Sa croissance et sa vision du monde en étant forcément influencées. Mais malgré tout, jusque-là, rien n'est à signaler dans la petite enfance de Trevor. En septembre 1950, alors âgé de 5 ans, le petit Trevor intègre l'école Christ the King Primary School à Newton Heath. Son cursus scolaire commence plutôt normalement. Il était un élève moyen, mais se montrait néanmoins sérieux. Mais cette normalité n'allait pas durer très longtemps, et tout allait changer un an plus tard, en 1951. En effet, l'année 1951 va être une année charnière pour Trevor. Selon les psychiatres qui étudieront son cas plus tard, 2 événements marquants vont venir changer radicalement le petit Trevor. Tout d'abord, début 1951 voit la naissance du 4e enfant du couple, Colin. Le petit Colin a été accueilli avec la plus grande joie par l'ensemble de la famille, sauf par Trevor. En effet, dès la naissance de Colin, Trevor constate qu'il n'était plus le cadet de la fratrie et que de ce fait, il n'était plus le centre d'intérêt principal de ses parents. Dès l'arrivée de son petit frère, Colin, Trevor va développer une jalousie maladive envers lui. Une jalousie qui pouvait de temps à autre se transformer en une réelle animosité. Outre la naissance de son petit frère, un autre événement, cette même année, allait venir radicalement changer le caractère de Trevor. En effet, en mars 1951, Trevor était en train de jouer dans la cour de récréation de son école lorsqu'il perd l'équilibre et tombe lourdement, la tête la première au sol. Cette chute d'une extrême violence
va causer un traumatisme crânien sévère au petit Trevor. Un traumatisme accompagné d'une fracture de la boîte crânienne et d'un enfoncement du crâne à l'endroit du choc. Après cette chute d'une violence rare, Trevor est conduit à l'hôpital et s'en sortira par miracle. Cependant, comme vous vous en doutez, un événement de ce type aura forcément des conséquences. À partir de fin 1951 et début 1952, Trevor, alors âgé de 7 ans, commence alors à radicalement changer. Lui qui était calme et joyeux devient colérique et violent. Un changement de caractère qui sera observé tant à la maison qu'à l'école. À l'école, il devient très vite un élève problématique. Il provoquait de manière récurrente des bagarres pour des raisons plus ou moins futiles et commençait aussi à harceler ses camarades. Plus tard, ses camarades de classe diront de lui qu'il était un véritable tyran et qu'il pouvait devenir violent pour un simple regard ou à cause d'une simple blague. Elizabeth, la mère de Trevor, commençait à recevoir de nombreuses lettres de l'école se plaignant de son comportement. À la maison, Trevor montrait aussi un changement de caractère radical et devenait extrêmement violent envers ses parents et envers la fratrie. Ses parents diront plus tard que personne dans la famille n'osait plus lui faire la moindre remarque, de peur de subir les foudres et la violence du jeune garçon. Il sera décrit plus tard par ses parents comme un enfant incontrôlable. En 1953, alors âgé de 8 ans, Trevor commence à entrer dans la délinquance en commettant des vols et des petits larcins. Il n'hésitait pas à entrer par effraction chez des voisins de la famille pour voler leurs biens. Le comportement du jeune garçon commençait aussi à être connu du quartier. Et très vite, la famille Hardy commencera à avoir une très mauvaise réputation à cause du comportement de Trevor. Plus tard, son jeune frère, Colin, se rappellera avoir souffert de la réputation de son grand frère. Il se souvenait par exemple être montré du doigt et rejeté par les autres enfants du quartier lors des jeux. Les voisins de la famille Hardy se conseillaient entre eux de bien verrouiller les portes et les fenêtres de leur maison à cause de Trevor. Et les années vont passer et Trevor va sombrer de plus en plus dans ses démons. En 1956, alors âgé de 11 ans, Trevor intègre la St. Mary's Road County Secondary School pour débuter ses études secondaires. Mais dans ce nouvel environnement scolaire, la violence de Trevor continue de s'exprimer envers ses camarades. Il était toujours vu comme un tyran et un harceleur. Parallèlement, à l'extérieur de l'école, Trevor continue ses larcins et ses vols. Sa réputation le poursuivant, entre 1956 et 1959, il va multiplier les séjours dans les Borstal. Les Borstal sont l'équivalent des maisons de correction pour mineurs délinquants au Royaume-Uni. Entre 11 et 14 ans, Trevor va donc faire 3 séjours dans les Borstal. Chaque séjour étant vécu comme un soulagement par sa famille et par les habitants du quartier de Newton Heath. Mais ces différents séjours ne vont en aucun cas calmer les pulsions de Trevor, bien au contraire. Chaque séjour étant vécu comme une injustice et renforçant encore davantage sa rancœur envers la société. Après son dernier séjour en maison de correction, alors âgé de 15 ans, Trevor sera arrêté en 1960 en flagrant délit de cambriolage d'une maison. Mais cette fois-ci, la justice va sévir. Il sera condamné à 1 an de prison ferme et sera par la même occasion totalement déscolarisé. Trevor Hardy sera à cette époque le plus jeune prisonnier du Royaume-Uni. Son incarcération va une nouvelle fois, comme vous l'imaginez, soulager son voisinage et sa famille. Durant son séjour en prison, Trevor Hardy va encore plus sombrer et ruminer sa haine du monde. À la fin de sa peine de prison, il ne sort pas changé positivement. Bien au contraire, il est à ce moment-là une réelle bombe à retardement. Âgé de 16 ans, totalement déscolarisé et sans emploi, Trevor commence à fréquenter les pubs de Newton Heath. Et petit à petit, il va sombrer dans l'alcoolisme. Une dépendance qui va se transformer en catalyseur de ses violences. Sa présence dans les pubs conduisant inévitablement à des bagarres. Les témoins raconteront plus tard que malgré sa petite taille, Trevor terrorisait les gens. Il était capable de passer d'un état placide à une extrême violence en un claquement de doigts. Et pour n'importe quelle raison. Au fil des années, il réussit à se faire bannir de la grande majorité des pubs du quartier. Les quelques pubs dans lesquels il n'était pas banni se vidaient dès que Trevor faisait son entrée. Et sa présence conduisait inévitablement
à des bagarres. À la maison, Trevor continuait d'imposer sa loi et les membres de sa famille l'évitaient le plus souvent possible. Plus tard, en 1967, lorsque Trevor déménagera dans son propre appartement de Newton Heath, la plupart des membres de sa famille prendront ses distances avec lui. En 1970, Trevor était réellement devenu la terreur du quartier. Plus personne n'osait l'approcher, d'autant plus qu'il était connu à présent pour avoir sur lui et en permanence un couteau à cran d'arrêt. Un couteau dont il fera usage en 1971 lors d'une énième bagarre dans un pub lorsqu'il poignardera gravement un homme à la jambe. L'homme en question s'en sortira, mais cet événement ne fera que renforcer la terreur qu'inspirait Trevor dans le quartier. En janvier 1972, un nouvel événement va démontrer, une fois de plus, le niveau de violence dans lequel Trevor Hardy était entré. Alors âgé de 27 ans, il était en train de boire un verre avec son ami Stanley O'Brien dans un pub du quartier. Tout se passait bien jusqu'au moment où les deux jeunes hommes commencent à se disputer sur qui devait offrir le prochain verre. Trevor, totalement enragé, se lève et quitte le pub, puis revient quelques minutes plus tard, muni d'une pioche. Il se présente devant son ami avant de le frapper violemment à la tête avec cette même pioche. Trevor sera arrêté sur le champ par la police et sera condamné à 5 ans de prison suite à cette agression. De son côté, Stanley O'Brien, son ami, gardera de graves séquelles de cette attaque et décédera même en 1973 d'un arrêt cardiaque. Les médecins concluront que son décès pouvait être une conséquence directe de son agression. En 1972, Trevor est donc une nouvelle fois incarcéré. Durant son séjour en prison, qu'il considérera comme totalement injuste, il va tenir responsable de son sort Stanley O'Brien et va passer son temps à élaborer sa vengeance contre lui. Il avait pris sa décision. À sa sortie de prison, il allait retrouver Stanley et le tuer. Mais Stanley n'était pas le seul à hanter ses pensées. Quelques mois avant son incarcération, Trevor avait rencontré une jeune femme nommée Beverly Driver, 14 ans, avec qui il entretenait une relation. Après son incarcération, Trevor va recevoir une lettre de Beverly, mettant fin à leur relation suite à l'agression qu'il avait commise envers Stanley O'Brien. Malgré de nombreuses lettres, Beverly ne lui répondra plus jamais. À partir de cet instant, Trevor avait non plus une seule obsession, mais deux. Il voulait sa vengeance envers Stanley O'Brien et envers Beverly Driver. Il les tuerait tous les deux. Et c'était dorénavant sa mission. En novembre 1974, Trevor est libéré sur parole après seulement 2 années d'emprisonnement. Dès sa sortie de prison, et comme il se l'était promis, il se met en quête d'assouvir sa vengeance envers ses deux cibles, Stanley et Beverly. Le chauffeur de bus de la prison qui le ramènera dans le centre de Manchester se rappellera de lui au fond du bus, en train de se balancer d'avant en arrière et de répéter en boucle les prénoms Stanley et Beverly. Au bout de quelques jours, il apprend que Stanley O'Brien était décédé 1 an plus tôt. Cette nouvelle le met une nouvelle fois dans une colère noire. On lui enlevait le droit de se venger. Puisque c'était ainsi, il assouvira toute sa colère envers Beverly Driver. Et comme vous vous en doutez, la bête était maintenant lâchée dans la nature et s'apprêtait à semer la mort sur son chemin. Nous sommes maintenant en 1974. Trevor Hardy, alors âgé de 29 ans, venait de sortir de prison suite à l'agression de son ami Stanley O'Brien. Le 31 décembre 1974, il décide donc de se venger de Beverly Driver après avoir appris le décès de Stanley O'Brien 1 an plus tôt. Le soir du 31 décembre, il se dirige donc vers la maison de Beverly Driver, dans le quartier de Newton Heath, à Manchester. Arrivé sur place, il se rend compte que personne ne se trouvait à la maison. Pris de colère et totalement ivre, il ramasse une pierre et l'envoie dans une des vitres de la maison de Beverly Driver, la brisant totalement. Il décide ensuite d'errer dans les rues environnantes à la recherche de la jeune femme. Au même moment, dans une rue non loin de là, une jeune femme nommée Janet Leslie Stewart, 15 ans, se rendait à pied à la fête du Nouvel An chez un ami dans le quartier de Newton Heath. Janet était une jeune femme très active dans la communauté et dans l'église de son quartier de Harper Hay. Elle était connue pour être une jeune femme toujours de bonne humeur et très serviable. Alors que celle-ci marchait dans la rue, elle est repérée par Trevor Hardy. Celui-ci, dans la pénombre et sous l'influence de l'alcool,
croit reconnaître Beverly Driver. Il commence à suivre Janet et se retrouve très vite juste derrière elle. À sa portée, celui-ci prononce le nom de Beverly à haute voix. Janet, totalement surprise, se retourne par réflexe et se retrouve nez à nez avec Trevor Hardy, armé de son couteau à cran d'arrêt. Dès que la jeune fille se retourne vers lui, Trevor lève son couteau et poignarde Janet Leslie Stewart à la gorge. Quelques minutes plus tard, après le décès de la jeune femme, Trevor transporte le corps sans vie de Janet sur un terrain vague non loin de là et l'enterre, puis rentre chez lui calmement. Le lendemain, les parents de Janet, remarquant son absence, appellent la police et signalent sa disparition. Dans un premier temps, la police va écarter la thèse de la fugue, car aucune raison évidente à la maison ou au travail ne pouvait justifier une fuite. Il penche donc très vite vers la thèse de l'enlèvement, mais à ce stade, aucun témoin ni aucune piste solide n'apparaît. Et bien entendu, à ce stade, Trevor Hardy n'est aucunement suspecté. Les parents de Janet, voulant faire avancer l'enquête le plus vite possible, placardent des affiches avec la photo de la jeune femme, espérant recevoir l'aide de potentiels témoins. Malheureusement, cette tentative fera aussi chou blanc. Semaine après semaine, les chances de retrouver Janet s'amenuisaient de plus en plus. Et bientôt, la disparition de la jeune femme deviendra un cold case. Au même moment, souhaitant le plus possible éloigner le danger d'être pris, mais aussi sûrement pour revivre une nouvelle fois son crime, Trevor Hardy va revenir sur le lieu où il avait enterré Janet afin de mutiler le corps et ainsi rendre plus difficile l'identification en cas de découverte. En février 1975, alors âgé de 30 ans, et soit quelques mois après le meurtre de Janet Leslie Stewart, Trevor Hardy fait la rencontre de Sheila Farrow, une femme de 10 ans son aînée. Trevor tombe follement amoureux d'elle, voyant en elle une sorte de figure maternelle. Sheila racontera plus tard que durant leur relation, Trevor lui offrait des bijoux qui semblaient hors de portée des finances réelles de Trevor. La police apprendra plus tard que Trevor offrait en réalité les bijoux qu'il avait récupérés sur le corps de Janet. En avril 1975, Sheila Farrow et Trevor Hardy emménagent ensemble dans le quartier de Moston, à Manchester. Mais cette nouvelle vie de couple ne va pas adoucir les pulsions de Trevor, et quelques mois plus tard, il va frapper de nouveau. Le 20 juillet 1975, Vanda Scala, 18 ans, vient de finir son service dans le pub nommé Lightbone Hotel, dans le quartier de Moston, à Manchester. Après une partie de billard avec les clients du pub, elle décide de rentrer chez elle à pied, vers minuit. Alors que Vanda Scala marchait dans les rues de Moston, elle croise la route de Trevor Hardy, qui était en chasse dans le quartier au même moment. Puis, comme avec Janet, Trevor se faufile derrière la jeune femme, puis lui assène par surprise un coup sur la tête avec une brique. Après l'avoir frappée, il va abuser d'elle, puis l'étrangler avec ses propres vêtements. Après l'avoir tuée, il va mutiler son corps et lui arracher le mamelon droit avec les dents. Cette mutilation avec les dents lui avait été inspirée par un livre qu'il avait lu en prison au sujet du mode opératoire d'un autre tueur en série nommé Neville Heath, qui avait sévi en 1946 à Londres. Je ne vais pas parler plus en détail de ce tueur en série dans cette vidéo, mais si vous le souhaitez, je pourrais faire une vidéo spécifique sur ce spécimen. Quoi qu'il en soit, après avoir mutilé le corps de Vanda Scala, Trevor va s'acharner à frapper le visage de la jeune femme avec la brique afin de rendre son identification plus difficile. Après avoir fini, il va déplacer le corps et l'enterrer partiellement sur un chantier non loin de là. Puis il va rentrer chez lui, calmement. Le corps de la jeune femme sera retrouvé le lendemain matin par un promeneur. Dès son arrivée, la police débute son enquête et identifie très vite Vanda Scala. Peu de temps après la découverte du corps, la nouvelle se répand très vite dans le nord de Manchester. La police profitera de cela pour faire un appel à témoins, communiquant notamment sur le sac et sur une des chaussures, sûrement volées par le meurtrier. En effet, Trevor avait gardé ces objets en trophée, comme il l'avait fait avec les bijoux de Janet. Trevor, se rendant compte de l'impact qu'avait eu ce meurtre dans l'opinion publique, va décider de faire un pied de nez à la police
en retournant 3 jours après la découverte du corps sur le lieu du crime pour déposer la chaussure qu'il avait prise le jour du meurtre. Selon les psychiatres qui étudieront son cas plus tard, cette action était réellement une sorte de clin d'œil à la police pour leur montrer qu'il était toujours en contrôle de la situation. Quoi qu'il en soit, à ce stade, la police n'avait aucun moyen de savoir qu'un tueur en série sévissait dans la région. Officiellement, seul le corps de Vanda Scala avait été retrouvé, et Trevor Hardy n'était à ce stade aucunement inquiété ni soupçonné. En août 1975, soit quelques semaines après le meurtre de Vanda Scala, Colin Hardy, le petit frère de Trevor, reçoit un coup de téléphone de son frère, Trevor, lui demandant de le rejoindre dans un pub des environs. Colin, totalement surpris par ce coup de téléphone, lui qui avait coupé les ponts avec son frère quelques années auparavant, décide néanmoins de rejoindre Trevor au point de rendez-vous. Arrivés sur place, les deux frères commencent à discuter et à boire des verres. Colin dira plus tard que le début de la conversation avec Trevor était tout à fait normal. Mais d'un coup, Trevor commence à parler de la découverte du corps de Vanda Scala. Colin sentait que quelque chose n'était pas normal. Trevor insistant constamment pour discuter du meurtre de Vanda Scala et revenait sans cesse sur le sujet. Au bout de quelques minutes, Colin interrompt Trevor et lui demande pourquoi il insistait tellement pour discuter de ce meurtre. Trevor fait une pause de quelques secondes tout en regardant Colin dans les yeux, puis sans aucune expression et d'une voix monotone, il dit à Colin, je cite, « Parce que je l'ai fait ». Colin, qui pensait avoir mal compris, lui demande de répéter et Trevor répète « Parce que je l'ai fait ». Colin, complètement choqué par l'aveu de son frère Trevor, dira plus tard qu'il ne pensait qu'à une seule chose, quitter le pub sur le champ. Mais il était terrifié par la réaction potentielle de son frère s'il avait quitté le pub de cette manière. Il resta donc sur place, pétrifié. Quelques verres plus tard, Colin, ayant repris ses esprits, dit à Trevor qu'il se faisait tard et qu'il était temps de rentrer chez lui. Trevor lui dit alors qu'il fera le chemin avec lui. Les deux frères quittent donc le pub en direction de l'appartement de Colin. Sur le chemin, Trevor reste totalement silencieux. Il semblait, selon Colin, totalement perdu dans ses pensées. Et c'était effectivement le cas. En réalité, Trevor regrettait d'avoir avoué son crime à son frère Colin. Il voulait s'assurer que celui-ci n'allait pas appeler la police pour leur raconter. Il avait donc une idée en tête, celle d'effrayer suffisamment Colin pour le dissuader de faire quoi que ce soit. Arrivé chez Colin, Trevor se jette donc sur lui et commence à le frapper violemment à la tête. La violence était telle que Colin sombrera dans l'inconscience quelques secondes plus tard. De manière très calme, il se retourne ensuite vers la petite amie de Colin qui venait d'assister à la scène et lui ordonne de lui préparer un sandwich. La petite amie de Colin, terrifiée, s'exécute et prépare un sandwich à Trevor. Celui-ci mangera le sandwich devant le corps inconscient de son frère Colin, puis quittera tranquillement et calmement l'appartement pour rentrer chez lui. Colin se réveillera quelques heures après et décidera, en accord avec sa petite amie, d'aller dès le lendemain matin porter plainte contre son frère au commissariat de police de la ville. Dès le lendemain matin, Colin se présente donc aux policiers et raconte sa mésaventure de la veille. Il en profitera aussi pour rapporter à la police les aveux que son frère lui avait fait la veille dans le pub concernant son implication dans le meurtre de Vanda Scala. Après ces déclarations, la police va bien entendu et immédiatement émettre un mandat d'arrêt contre Trevor Hardy. Et celui-ci sera arrêté sur le champ pour l'agression de son frère, ainsi que pour suspicion d'assassinat sur Vanda Scala. Pour la police, au vu des antécédents criminels de Trevor, il était plus que probable que les accusations de Colin soient crédibles. Durant son interrogatoire, Trevor va fermement nier toute implication dans le meurtre de Vanda Scala, mais va en revanche reconnaître son implication dans l'agression de son frère Colin. La police, n'ayant pas obtenu d'aveu de la part de Trevor, n'avait d'autre choix que d'essayer de trouver des preuves liant le meurtre à Trevor. Deux éléments essentiels ont pu être récupérés sur la scène de crime de Vanda Scala.
Le premier élément est de la salive appartenant potentiellement au tueur, mais aussi des traces de morsures venant du mamelon de la victime. Pour rappel, nous sommes dans les années 70 et il n'était pas encore question d'analyse ADN. Les traces de salive ont pu en revanche déterminer le groupe sanguin du tueur et ce groupe sanguin correspondait à celui de Trevor. Mais ce n'était pas une preuve suffisante pour pouvoir le mettre en accusation. Il ne restait donc plus que l'étude des traces de morsures retrouvées sur le corps. Cependant, l'analyste des empreintes dentaires ne devait venir que 2 jours après. Trevor, ayant eu vent des prochaines analyses dentaires, réussit à se procurer de manière inconnue une lime à ongles. Puis, seul dans sa cellule, il va se limer toutes les dents dans le but de perdre la police sur les empreintes dentaires. Oui, vous avez bien entendu. Je vous laisse imaginer la douleur que cela implique de se limer les dents. 2 jours après, la comparaison des empreintes dentaires se révéleront donc différentes. Il avait réussi son coup. La police, n'ayant plus énormément de choix, décide finalement d'interroger la petite amie de Trevor, Sheila. Mais celle-ci fournira un alibi à Trevor. Elle dira qu'il se trouvait chez eux le jour du meurtre de Vanda Scala. À ce stade, la police n'avait plus rien pour retenir Trevor. Même l'agression de son frère aboutira à une peine avec sursis. Et c'est ainsi que Trevor Hardy est libéré quelques jours plus tard, blanchi et prêt à semer à nouveau la mort sur son chemin. Quelques mois plus tard, le 12 décembre 1975, Trevor Hardy va faire la une des journaux et pour une raison tout à fait surprenante. En effet, quelques jours plus tôt, il était entré dans la maison en feu de ses voisins et avait sauvé toute la famille. Les journaux s'emparent donc de cette histoire et Trevor Hardy est alors présenté comme un héros. Mais détrompez-vous, ceci n'est que de la poudre aux yeux. La police découvrira plus tard que Trevor avait lui-même mis le feu à la maison de ses voisins, dans le but de créer cette mise en scène et ainsi être mis sous le feu des projecteurs. Il démontre encore une fois un vrai don pour la manipulation. Le 5 mars 1976, Trevor se trouve dans un pub de la ville de Manchester lorsqu'il repère une femme se dirigeant vers les toilettes. Il se lève discrètement et la suit. Arrivé dans les toilettes des femmes, il se jette sur elle et tente d'abuser d'elle. Mais la femme ne va pas se laisser faire, frappant Trevor au visage. Entrant dans une rage noire, Trevor va alors tenter de l'étrangler. Mais au même moment, il sera surpris par un groupe de personnes et décidera de prendre la fuite. Malgré les différentes descriptions de témoins, aucun lien ne sera fait avec Trevor Hardy et il passera une nouvelle fois entre les mailles du filet. Quelques jours plus tard, dans la soirée du 9 mars 1976, Sharon Mossoff, 17 ans, décide de rentrer chez elle dans la ville de Fleshworth après une soirée à Bolton. Ces 2 villes se trouvent dans la banlieue nord de Manchester. Avant de partir, vers minuit, Sharon va passer un coup de téléphone à son père pour lui demander quel bus elle devait prendre pour rentrer à la maison. Son père lui précise qu'elle devait prendre le bus numéro 98 et que le trajet durera environ 25 minutes. Sharon monte donc dans le bus et 25 minutes plus tard, celle-ci arrive donc à destination. Après être sortie du bus, elle se dirige donc à pied vers sa maison. Sur le chemin, elle surprend un homme essayant de forcer la serrure d'un magasin avec un tournevis. Prise de courage, elle décide de le confronter. Malheureusement, l'homme en question était Trevor Hardy. Et vous devinez la suite. Trevor se jette sur la jeune femme et la poignarde avec son tournevis avant de l'étrangler avec un de ses collants. Comme pour Vanda Scala, Trevor va ensuite mutiler le corps sans vie de Sharon Mossoff avant d'arracher son mamelon droit avec ses dents. Après avoir fini, il va transporter le corps et le jeter dans le canal Rockdale, se situant à proximité. Puis il rentre chez lui, calmement. En arrivant chez lui, il se fige. Il avait encore une fois fait une erreur qui pouvait lui être fatale. Il avait laissé encore une fois des traces de dents sur sa victime. Des traces de dents qui auraient pu le mener à sa perte lors de l'enquête sur le meurtre de Vanda Scala s'il ne s'était pas limé les dents in extremis. La même nuit, il décide donc de corriger son erreur et retourne sur le lieu du crime. Il plonge dans le canal Rockdale et récupère le corps de Sharon, puis va gratter la morsure du mamelon de la victime près de 64 fois pour en effacer les traces. Après ces meurtres, et se sentant sur le fil du rasoir, Trevor Hardy décide donc de prendre aucun risque et de faire profil bas en se cachant quelque temps. À ce moment-là, rien ne semblait pouvoir faire tomber Trevor Hardy, mais c'était sans compter sur l'acharnement de la police. Le corps de Sharon Mossoff sera retrouvé le lendemain,
le 10 mars 1976, par des promeneurs dans le canal Rockdale. Dès la découverte du corps, la police va tout de suite faire un lien entre les meurtres de Vanda Skala et celui de Sharon Mossoff. Ils vont relever de nombreux points communs. Les deux femmes étaient très jeunes et d'un âge très similaire. Les deux femmes avaient été tuées le soir en entrant chez elles. Les corps des deux femmes avaient été mutilés de manière similaire. Il ne faisait aucun doute pour la police. Le responsable des deux meurtres était une seule et unique personne. La police ayant déjà Trevor Hardy dans ses radars, suite aux accusations de son frère, vont de nouveau s'intéresser à lui. Les policiers apprennent aussi l'existence de l'agression de la jeune femme dans les toilettes du pub quelques jours plus tôt. Et la description des témoins semblait correspondre à celle de Trevor Hardy. La police décide donc de mettre la main sur Trevor Hardy pour un nouvel interrogatoire. Le problème est que Trevor est introuvable. Comme je vous l'ai précisé plus tôt, il avait décidé de faire profil bas et de se cacher. La police lance donc une chasse à l'homme d'une grande envergure où près de 23 000 personnes correspondant au signalement de Trevor seront contrôlées. Et puis un jour, la chance de Trevor va tourner. Par des sources diverses, la police va apprendre que la petite amie de Trevor, Sheila Farrow, avait fait des demandes de prestations sociales dans un job center, soit l'équivalent anglais du Pôle emploi, dans la ville de Fellsworth, dans la banlieue nord de Manchester. La police retrouve donc Sheila et la met sous surveillance 24 heures sur 24 en espérant que celle-ci les mènera à Trevor Hardy. Et puis finalement un jour d'août 1976, la police suit Sheila et la repère montant dans un appartement sur Wellington Road à Manchester. Dès que Sheila entre dans l'appartement, la police encercle l'immeuble et monte à l'étage. Ils frappent à la porte et Sheila leur ouvre. La police commence à interroger Sheila sur le lieu où se trouvait Trevor. Celle-ci va nier savoir où se trouvait Trevor. Mais durant l'interrogatoire, celle-ci va pointer du doigt avec insistance vers le haut. La police se rend compte que Sheila pointait le grenier de l'appartement. Le message était clair. La police ouvre donc le grenier et découvre Trevor Hardy caché là. Il est arrêté sur le champ et emmené en garde à vue. Tout de suite après l'arrestation de Trevor, Sheila Farrow, soulagée, va directement confesser aux policiers que l'alibi qu'elle avait donné en 1975 concernant le meurtre de Vanda Skala était totalement faux. Trevor n'était pas en sa compagnie ce soir-là. Elle précisera qu'il n'était pas non plus avec elle le soir du meurtre de Sharon Mossoff. Les alibis de Trevor étant tombés à l'eau, il ne faisait plus aucun doute pour la police que Trevor était leur tueur. Le périple macabre de Trevor Hardy allait s'arrêter là. En garde à vue, Trevor va d'abord nier avoir le moindre lien avec les meurtres. Mais au bout de quelques heures, sa langue va se délier et il va avouer les meurtres de Vanda Skala et celui de Sharon Mossoff. Et à la surprise des enquêteurs, il va aussi confesser le meurtre de Janet Leslie Stewart. Il accepte même d'emmener la police sur le lieu où il avait enterré le corps. Les restes de la jeune femme y seront découverts quelques heures plus tard. Les psychiatres qui étudieront le cas de Trevor Hardy plus tard penseront que les aveux de Trevor Hardy concernant le meurtre de Janet Stewart était une sorte de coup d'éclat pour récupérer de la notoriété. Rien ne l'obligeait à le faire à ce moment-là. Après que les aveux de Trevor aient fuité dans la presse, le surnom de The Beast of Manchester, ou la bête de Manchester en français, va être utilisé pour la première fois. Le mot « bête » faisant référence à la brutalité des meurtres de Trevor Hardy. En septembre 1976, Trevor Hardy est donc inculpé des meurtres de Janet Stewart, Vanda Skala et de Sharon Mossoff. Le procès de Trevor Hardy va débuter en avril 1977. La défense de Trevor Hardy va essayer de plaider la folie pour réduire la peine de celui-ci, sa culpabilité n'étant pas réellement en question puisque des aveux avaient été faits. Le 2 mai 1977, le jury se retire pour décider du verdict. Quelques heures plus tard, le jury déclare Trevor Hardy coupable des meurtres de Janet, Vanda et Sharon. Le juge condamne Trevor à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Il purgera sa peine dans la prison de Wakefield, près de Manchester. De nombreuses questions restent en suspens concernant Trevor Hardy, et plus précisément sur le nombre exact de ses victimes, puisque de nombreux autres noms de jeunes femmes disparues ont été évoqués après sa condamnation, sans qu'aucune preuve directe ne puisse le lier formellement à ses victimes. Quoi qu'il en soit,
nous ne saurons jamais vraiment le fin mot de l'histoire, puisque Trevor Hardy emportera ses secrets dans sa tombe le 23 septembre 2012, à l'âge de 67 ans, emporté par une crise cardiaque foudroyante. Voilà, âme innocente, la terrifiante histoire de Trevor Hardy, surnommé The Beast of Manchester, ou le périple macabre d'un homme brutal, né pour faire le mal et qui a causé chaos et mort sur son chemin tout au long de sa vie. Trevor Hardy est un tueur en série très méconnu, principalement dû au fait qu'il était actif à la même période qu'un certain Peter Sutcliffe. Il est considéré aujourd'hui comme un tueur en série oublié. N'hésite pas à me faire part de tes remarques dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.